Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Ayez lui, l'endurance, la passion, et vous ferez une place au soleil. Stella, longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommet du magazine de l'économie actuelle, deux sujets majeurs au cœur de l'écosystème entrepreneurial et managérial. Tout d'abord, avez-vous déjà souscrit à une police d'assurance? Faites-vous confiance à votre assureur? Les compagnies d'assurance nous piègent-elles vraiment? Vous saurez tout dans le grand reportage. Ensuite, qualité, hygiène, sécurité, environnement au travail. Que savez-vous de la QHSE? Savez-vous qu'une bonne pratique de cette démarche peut être gage de performance pour votre entreprise? Ne manquez pas le grand dossier sur les sentiers de la QHSE. Roland Missé est expert certifié en management stratégique QHSE et optimisation des processus. Il est notre invité, grand témoin. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Voilà, ici c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons sur ce plateau. Je vous introduis ici comme expert certifié en matière de QHSE, pour le dire en un mot. Bienvenue sur le plateau de Stratégie une fois encore. Merci. Alors je vous accueille avec cette question en rapport avec votre actualité, puisque nous savons que vous parcourez le Cameroun, l'Afrique et le monde à faire des audits, à faire des consultations en rapport avec ces questions d'hygiène, de sécurité, environnement. Quelle est l'actualité au niveau de votre cabinet? Merci. Au niveau de mon cabinet, je préfère procéder par la compétition. Ça veut dire, j'héberge mes prestations dans beaucoup d'autres cabinets, parmi lesquels des concurrents. Expliquez-nous. En fait, j'ai eu l'opportunité de passer certaines certifications que certains cabinets concurrents n'ont pas. Parce que moi, je pense plus à la réussite de notre économie. Je ne vois pas la concurrence comme des adversaires, mais comme des partenaires. Ça fait que lorsque je me rends compte que certains partenaires ont plus pignon sur rue pour certains marchés où je peux apporter mon énergie, je n'hésite pas à aller vers des concurrents, poser librement le problème. Ils savent qu'on est concurrents, mais ils m'ont tous accueilli. Aucun ne m'a jamais rejeté. Vous avez la détermination de faire valoir davantage l'expertise en matière de qualité, hygiène, sécurité, environnement. Vous êtes donc un expert, mais en quoi consiste précisément votre travail quand vous allez en entreprise? Qu'est-ce que vous allez y vérifier? Qu'est-ce que vous allez y faire? Oui. Mon travail dans mon domaine d'activité, c'est aider les dirigeants à voir leur projet d'entreprise d'un œil nouveau tous les jours et avoir envie de l'améliorer par le suivi d'indicateurs clés de performance. Et le suivi de ces indicateurs dont vous parlez renvoie en fait à un dispositif, à des outils que vous mettez préalablement en place ou qui sont mis en place de manière antérieure par les entreprises et que vous venez vérifier. Le dispositif QHSE, pour bien en parler, coûte de l'argent et on peut constater que vous, en tout cas pour le reportage qu'on verra tout à l'heure, vous semblez dire, vous les experts en la matière, que on gagne beaucoup une fois qu'on est rentré dans une démarche QHSE. Expliquez-nous comment ça se passe.
Oui. Le QHSE est gratuit, mais ce n'est pas un cadeau. Parce que même ce qui est gratuit demande souvent de l'effort pour aller chercher. Ceux qui ont compris les enjeux actuels du QHSE savent que le retour sur capital investi est rapide. On ne dit pas que c'est gratuit, ça veut dire que vous ne dépensez pas 5 francs. On dit que c'est gratuit parce que ce que vous avez investi, lorsque vous y croyez vous-même en tant que porteur de projet d'entreprise, vous le récupérez très rapidement. Sans vous couper, vous avez parlé d'enjeux, enjeux économiques, j'imagine, enjeux stratégiques. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Quel est le défi pour les entreprises de se mettre à la norme qualité, hygiène, sécurité, environnement? Dans notre pays ou alors partout dans le monde? Oui, dans notre pays d'abord, le chef d'État a ratifié les APE. C'est un chemin de non-retour. Et vous savez, avant, on pouvait embaucher des gens parce qu'on est de la famille. Et vous avez constaté que les gens se plaignaient toujours de ne pas atteindre les résultats. L'image qu'on n'aime pas souvent voir, c'est des patrons qui se mettent à gronder leurs employés devant des gens. Mais lorsque vous êtes conscient des enjeux des APE que notre président a ratifié déjà, vous vous rendez compte que, sans le vouloir, vous allez affronter des entreprises qui sont dans le QHSE depuis plus de 150 ans et qui sont dans l'excellence opérationnelle depuis plus de 50 ans. Lorsque vous découvrez un concept que des gens appliquent depuis 150 ans, je pense que vous avez intérêt à prendre conscience de cela et de vous engager. Je parle surtout d'engagement. Je vais beaucoup revenir sur l'engagement des dirigeants à survivre d'abord et à vivre ensuite. Alors, M. Missé, dites-nous, quel est le niveau d'implémentation et d'appropriation de la QHSE par les entreprises camerounaises? J'ai encore parcouru les chiffres de l'ISO. L'ISO, c'est l'Organisme international de normalisation. Malheureusement, ces chiffres n'entrent pas dans le détail, mais ce qu'on constate, c'est que dans plusieurs pays, le taux de certification augmente considérablement parce que les marchés s'ouvrent de plus en plus et la concurrence est plus rude. Au Cameroun, c'est un peu timide parce que déjà, en grande partie, nos promoteurs d'entreprises sont des self-made men. Donc, difficilement, ils sont convaincus de ce que le QHSE peut leur apporter. Mais alors, est-ce que nous sommes au moins engagés déjà sur cette voie? À quel niveau nous nous situons au regard des chiffres et autres données que vous avez? Oui, de façon subie, parce qu'il y a deux façons d'entrer dans le QHSE. Il y a la façon choisie, ça veut dire on a une vision, on a une stratégie bien conçue et on y va. Mais la façon subie, c'est qu'on se rend compte que les concurrents font du chiffre sur notre territoire. Et chaque fois qu'on discute avec des gens, on nous demande est-ce que vous entrez dans la démarche qualité? Est-ce que vous êtes certifié? Ces questions ont fini par s'implémenter. Les questions se sont implémentées dans les têtes de certains dirigeants, mais les actions tardent à arriver. Alors, quand vous parlez de choix et j'allais dire de contraintes, je pense tout de suite à un sujet que nous avons annoncé dans cette émission en rapport avec les assurances. Est-ce qu'il y a un lien au moins au niveau de l'appropriation et l'implémentation de ces concepts? Je veux dire qu'on peut constater aussi qu'au Cameroun, lorsque quelqu'un souscrit une assurance, lorsqu'une entreprise prend toutes les précautions qu'il faut en matière d'assurance, souvent, elle n'a pas choisi. C'est qu'elle s'est retrouvée face à des sinistres ou parce qu'il fallait signer un contrat et c'est une clause à observer. Est-ce qu'il y a un lien de votre point de vue? Oui, il y a un lien direct. Il y a un lien direct. On peut ne pas le savoir, mais il y a un lien direct. Vous constaterez que plus on est engagé par des actions dans le QHSE et moins on dépense en prime d'assurance. Le lien est direct. Parce que les assurances ont pour principe de vous aider à couvrir certains risques. Mais si vous les maîtrisez, ces risques, lorsque on vous demandera de souscrire à une certaine assurance, vous allez dire c'est un peu nécessaire. Mes actions en interne m'ont permis de maîtriser les risques de ce secteur-là, donc je n'ai pas besoin d'y souscrire. Donc le lien existe bien entre les assurances et la QHSE? Oui, parce que plus on est ignorant et plus on paye des assurances.
Merci Roland Missé d'avoir fait cette précision sur la QHSE. Je vous invite maintenant à regarder le premier reportage de cette édition de Stratégie. On va voir que l'assurance au Cameroun est une notion qui tarde à rentrer dans les mœurs. L'appropriation n'est pas évidente. Et surtout, une fois que l'on a souscrit à une police d'assurance, on peut constater tout de suite qu'il y a des rapports conflictuels qui naissent entre assureurs et assurés. D'où vient le problème? Quelle est la réalité sur le terrain? Comment résoudre justement ces conflits? Voici le tout premier carrefour local de rencontre entre assureurs et assurés. Une plateforme ouverte pour répondre aux questions et échanger les meilleures pratiques dans le secteur des assurances. Insurance Face Talk, brillante idée du courtier d'assurance Les Mutuelles Réunies LMR, s'est déroulée le 19 octobre 2016 à l'hôtel Pullman de Douala. Ceci après un constat clairement établi. On s'est rendu compte que dans le paysage de l'assurance, pas simplement au Cameroun, mais je crois en Afrique et dans le monde, il faudrait que les assureurs apprennent à éduquer, à communiquer et à parler avec les assurés. Et nous avons donc mis cette plateforme sur pied pour que les DG de compagnies d'assurance, ceux qui sont responsables de tous les contrats et les assurés, donc ceux qui souscrivent les contrats, puissent ensemble échanger et ensemble faire part de leurs problématiques. LMR a donc donné l'opportunité aux responsables des compagnies d'assurance d'échanger et de s'adresser directement aux assurés sur les diverses problématiques. Je me suis rendu compte de la nécessité de communiquer. Les assureurs, très souvent, font dans l'entre-soi. Ils se parlent entre eux, avec des langages hermétiques que le commun du mortel, le plus petit Camerounais, ne comprend pas. Alors, avec tant d'années d'expérience, j'ai compris que non, la solution, c'est d'aller vers les clients, vers le petit client, vers ce petit Camerounais, ce Camerounais moyen, qu'on n'atteint pas souvent facilement, qu'à travers nous, les compagnies d'assurance pourraient atteindre. Ce qui nous a motivés, c'était de se dire que non, quand on a déjà à peu près 40 ans d'expérience, on doit pouvoir laisser une trace. On doit faire et le faire savoir. Le concept veut également être une causerie éducative, économique et des sensibilisations au cours de laquelle les assurés exposent leurs inquiétudes, leurs incompréhensions, leurs attentes et les professionnels de l'assurance se prêtent au jeu afin d'y apporter des réponses et des solutions concrètes. Il y a ce besoin d'échanger avec le potentiel assurable parce que on se fait beaucoup de clichés sur les assureurs, sur les courtiers, mais il est bon qu'il y ait des échanges permanents avec les assurés pour qu'ils comprennent notre métier. Le problème le plus récurrent, c'est au niveau des prix d'assurance. Parce que concrètement, on a l'impression qu'il n'y a pas une réelle harmonisation dans les prix d'assurance. Et ces mauvaises pratiques renvoient à une certaine incompréhension qui peut même aller jusqu'à croire que les produits qui sont mis à la disposition des assureurs sont de mauvaise qualité. Parce qu'il y a tantôt l'assurance des taxis que tantôt certains le fixent à 55 000, d'autres le fixent à 75 000, d'autres le fixent à 40 000, d'autres le fixent à 45 000, d'autres le fixent à 35 000. Là, il y a une grave problématique. On ne connaît pas concrètement qui met à la disposition des assurés des produits de bonne qualité. Des problèmes du genre, il en existe en chapelet. La notion d'assurance ne tend toujours pas ancrée dans les habitudes de consommation locale. L'incompréhension subsiste et les conflits naissent. Au fait, quel rapport lie l'assureur à l'assuré? Pourquoi les assurés se sentent-ils souvent dupés? Qu'en est-il réellement du règlement des sinistres? Les compagnies d'assurance nous piègent-elles vraiment? Dans une démarche assurée, nous avons mené l'enquête. Avant toute chose, nous avons décidé d'aller à la rencontre de quelques citoyens de la ville de Douala, assurés ou pas, choisis au pif, question d'avoir un échange avec eux autour de l'assurance. Certainement après ceci, on en saura un tout petit peu plus sur le rapport qui lie les souscripteurs aux assureurs. Les assureurs n'informent pas les assurés par rapport au contrat ou alors aux conditions particulières. Alors nous, les assurés, le plus souvent, on souscrit pour fuir la police. Et on ne prend pas la peine de lire ce qui est au verso du contrat que nous signons en fait.
Alors, et les assureurs aussi sont assez malins, ils n'amènent pas les assurés à lire cela. Alors ça fait que quand on a un problème, si vous n'êtes pas complètement renseigné sur vos conditions, alors du coup, l'assureur passe le temps à vous donner des rendez-vous en un point fini. Les assureurs ne réagissent pas quand on a besoin d'eux. C'est vrai, à un moment donné, je travaillais dans une structure où on disait que l'assureur devait couvrir. Mais la mauvaise politique, c'est qu'à un moment donné, quand on se dit, quand vous souscrivez, on vous donne toutes des assurances. Que dès que vous avez une facture, une ordonnance, l'assurance va réagir. Mais on se rend compte que vous deviez préfinancer pour que l'assurance rembourse. Et quand l'assurance doit rembourser, l'assurance rembourse soit souvent la moitié, soit un pourcentage. Donc ça décourage. On peut faire confiance aux assurances parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui ne travaille pas, même ceux qui travaillent même, on les oblige. On les oblige parce que l'assureur, lui c'est un commerçant. Non seulement vous payez, et quand vous pouvez payer une assurance pendant 10 ans, vous n'avez pas un souci. Mais le jour où vous avez un souci, votre agent doit travailler, vous êtes déjà un coactionnaire. Mais ils ne réagissent pas. Ça dépend, hein. Ça dépend des compagnies d'assurance. Il y a des assurances qui sont sérieuses, il y a des assurances qui dérangent un peu. Et puis ça dépend, généralement c'est quand on signe le contrat, il faut bien le lire. Il y a des usagers qui pensent que je peux assurer une voiture, je ne l'ai pas assurer tout risque. Maintenant, quand il y a un pépin, je pense que l'assurance doit te rembourser, alors l'assurance ne doit pas te rembourser. Par contre, il y a des assureurs qui, il faut vraiment les relancer, il faut les suivre pour qu'ils réagissent. Et quand vous dites déranger, quand vous dites qu'il y a des compagnies qui dérangent, ça veut dire qu'ils font quoi exactement? Généralement, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas, ils vous laissent. Et puis, ils n'ont pas de bons contrats avec peut-être des garages pour arranger les voitures, par exemple. Donc, je me limite sur le cas des automobiles. Et ils demandent beaucoup de paperasse. Il y a des années, avant le code CIMA, on avait des difficultés à se faire rembourser. Mais depuis je crois une décennie déjà, avec le code CIMA, tout allait mieux pour le mieux, quoi. Ce que j'ai eu à remarquer chez les Camerounais, c'est que déjà, quand ils payent les assurances, comme par exemple les assurances automobiles, pour eux, c'est comme si ils fuyaient la police. C'est-à-dire pour la police, ce n'est pas pour leur propre sécurité, ni la sécurité des gens qui transportent, quoi. Bon, c'est pour ça que dans leur tête, ils se disent toujours que l'assurance, c'est pour faire formalité. Mais en réalité, l'assurance, ça couvre les biens et les personnes. L'assurance est l'une des plus astucieuses inventions du genre humain. Vous versez de l'argent tous les mois à une compagnie qui, si un sinistre se produit, vous redonne plus que l'addition de ce que vous avez cotisé. Mais comme le sinistre se produit rarement, tout le monde y gagne. Voilà pour le principe. Cependant, les compagnies doivent compter sur la prudence des citoyens ou sur les miracles de la probabilité statistique pour faire de gros chiffres d'affaires. Mais en réalité, pour des besoins affairistes, les assureurs multiplieraient au quotidien des manœuvres pour ne pas payer les sinistres. Entre la clause illisible noyée dans un florilège de conditions contractuelles, la multiplicité des offres afin de couvrir plusieurs fois les mêmes dommages, des assureurs qui réclament des tels documents pour décourager les assurés, les questionnaires adressés aux clients pensés pour ne jamais payer, les assurés se sentent constamment dupés. Et de la part de toutes sortes d'incompréhensions et de situations conflictuelles. Prenons pour cas pratique le secteur de transport terrestre, l'un des domaines les plus couverts du fait de son caractère obligatoire. Nous avons rencontré Blaise Méfiré. Il est le secrétaire général de l'Union des présidents régionaux des syndicats des ouvriers de transport urbain du littoral. Il nous fait le diagnostic du rapport transporteur et assureur vu du côté transporteur. Il se passe des bons rapports, mais il se passe aussi des mauvais rapports. Il se passe des bons rapports, pourquoi? Parce que ce sont nos partenaires. Vous ne pouvez pas mettre votre véhicule en circulation d'après la loi, la réglementation automobile dans notre pays et la loi des finances, sans toutefois souscrire une police d'assurance y afférent selon votre catégorie. Vous comprenez? Puisque vous le savez, en ce qui concerne les assurances, ce n'est pas catégorie. Vous comprenez? Bon, mauvais, je dis non. Pourquoi? Parce que régulièrement, c'est au niveau des sinistres. Vous savez déjà où je pars. C'est au niveau de la réparation des sinistres. Parce que les assureurs au Cameroun, régulièrement pour la plupart, font comme des commerçants. Ils oublient
ils exercent un métier professionnel hein, qui nécessite une approche avec les gens qui sont appelés à souscrire la police d'assurance, qui sont leurs clients potentiels hein, et à qui ils doivent beaucoup d'explications et d'orientations, des conseils à donner. Lorsque un assureur vient chez vous, il dit que bon, il veut juste que vous payez l'assurance. Il ne vous explique pas pourquoi, le bien fondé. Quel est le rôle même de l'assurance? Ainsi donc, l'objectif serait juste de vendre le maximum de polices d'assurance, nonobstant les incompréhensions des assurés, et quand survient le sinistre, bonjour les conflits. Cependant, il y a eu des manquements. Voilà pourquoi je disais au départ qu'il y avait un peu de difficultés à ce niveau-là. Puisque on parle des responsabilités civiles. La responsabilité civile, c'est quoi? C'est que je souscris une police d'assurance qui me permet de me couvrir par rapport à la faute que j'ai commise à l'autre. Vous comprenez? Mais moi, je ne suis pas protégé. Vous comprenez? Bon, l'usager ne connaît pas comme ça. Il ne connaît pas. Les assureurs entretiendraient donc ce flot. Tout est-il réellement mis en œuvre pour ne pas régler les sinistres et faire traîner le plus longtemps possible les situations conflictuelles? La duperie fait-elle partie des usages ici? Au carrefour névralgique des plaintes et des idées reçues, et si on faisait entrer l'accusé? Assureur, vous avez la parole. L'assurance ne consiste pas simplement à vendre des polices et encaisser de l'argent. La valeur ajoutée, c'est organiser la société. Faire en sorte que nous soyons dans une société égalitaire, dans une société de paix. C'est ça la finalité de l'assurance. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, avec tout ce qu'il y a comme catastrophe naturelle, avec tout ce qu'il y a comme pauvreté, le rôle des assureurs est devenu extrêmement important, est devenu même central dans la lutte contre la pauvreté, dans la lutte contre les catastrophes naturelles. Même dans tous les forums mondiaux comme le G20, etc., les assureurs jouent un rôle particulier parce qu'en réalité, on ne peut pas parler de développement sans la maîtrise des risques. Et voilà qui plante le décor. Nous avons donc là deux patrons de deux grandes compagnies du top 10 du marché des assurances au Cameroun. Jean-Victor Nguy est l'administrateur directeur général de Garantie Mutuelle des Cadres et Jacob Sinze, directeur général des assurances et réassurances africaines. Ce dernier opte pour une démarche didactique et situe le nœud du problème. Un contrat, c'est fait de deux choses principales, les conditions générales et les conditions particulières. Il faut les lire. Bon, ensuite, il y a les annexes. Il y a les parties annexes qui ne sont pas, qui sont aussi importantes à savoir. Mais dans un contrat d'assurance, il faut chercher à comprendre quelles sont les garanties offertes. Lorsque vous avez bien vu quelles sont les garanties offertes, est-ce que ça correspond clairement à vos besoins, aux besoins de votre entreprise? Si c'est oui, alors vous regardez les exclusions. Si vous ne comprenez pas bien quelles sont les exclusions, posez la question à votre chargé de clientèle. Il va vous expliquer quelles sont les exclusions, qui sont les dommages pour lesquels, qui représentent les risques pour lesquels vous n'êtes pas couvert. Il faut comprendre quelles sont les exclusions. Si vous avez besoin de racheter des exclusions, vous pouvez le faire au moment de la souscription, en payant une surprime. Et donc, globalement, l'incompréhension vient du fait que les assurés, les souscripteurs ne prennent pas souvent le temps nécessaire de bien lire leur contrat et de bien voir si ce qu'ils sont en train d'acheter correspond exactement à ce dont ils ont besoin. Ainsi, les souscripteurs ne lisent pas très souvent et ne se renseignent pas assez sur les limites de la couverture de leur police d'assurance. Je vous donne un exemple simple. Lorsque vous prenez une assurance automobile, le législateur vous oblige à prendre une seule garantie qui est la responsabilité civile automobile. Or, cette responsabilité civile ne couvre pas les dommages qui sont les vôtres. Ça couvre ce que vous causez comme dommage au tiers. Et donc, si vous voulez vous couvrir vous-même, vous êtes obligé de prendre d'autres garanties telles que l'individuelle personne transportée,
Donc il y a d'autres garanties qu'il faut prendre pour vous-même ou pour votre voiture. Jean-Victor Ngué reconnaît tout de même que le marché des assurances n'est pas si propre que ça. On peut y rencontrer des pièges sur le parcours. Nous vivons dans un environnement. On ne peut pas extraire les assureurs d'un environnement. Dans la profession, je peux vous dire que la plupart des membres sont des nobles. Donc il y a 90% des assureurs qui sont des industriels. C'est-à-dire qu'ils ne regardent, ils ne travaillent pas dans le court terme, ils travaillent dans le moyen et dans le long terme. Un industriel, c'est celui qui regarde loin, qui regarde large. Bon, donc, dans l'ensemble, la plupart font bien leur travail. Mais comme d'habitude, dans un certain secteur, il peut avoir des brebis galeuses, ça, je ne dirais pas le contraire. Et vous connaissez cette loi-là, où la loi de 80-20, la loi de Pareto, où 20% créer un système qui fait en sorte que les 80%, même quand ils travaillent bien, on s'est dit non, le secteur ne fonctionne pas bien. Et pour ce qui est de l'interminable attente endurée pour parvenir au règlement des sinistres, la longueur de la chaîne des intervenants est pointée du doigt. Il faut reconnaître que sur le plan de l'automobile, comme c'est le risque qui est connu, les choses ne se sont pas toujours déroulées comme on l'aurait souhaité. Parce que dans le cas d'un accident automobile, il y a plusieurs intervenants dans la chaîne. La chaîne de valeur était une chaîne très longue. À l'instar de la convention de l'indemnisation directe d'assurance IDA, instaurée depuis janvier 2017 et qui consiste pour les assurances à payer directement les sinistres de leurs assurés, dont le montant plafonne à 500 000 francs CFA en attendant de tout régler entre compagnies dans une sorte de chambre de compensation. D'autres solutions existent pour accélérer le paiement des sinistres afin d'assécher le fleuve des rapports conflictuels entre assureurs et assurés. Depuis quelques années, l'Association des sociétés d'assurance a réagi. Il y a une commission, il y a une première commission dont le rôle consistait vraiment à réunir la plupart des compagnies et d'arbitrer très rapidement pour que les sinistres soient payés. Et justement, parlant de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, dont le rôle est de coordonner l'activité du marché des assurances via le contrôle, la vérification et la surveillance, nous y avons rencontré Aaron Lem, directeur du pôle de co-assurance des risques de transport public de voyageurs par véhicule terrestre à moteur. Le chiffre d'affaires de son secteur affiche au compteur 7 milliards 400 millions de francs CFA pour 6 milliards 500 millions de francs CFA de sinistres déclarés entre 2015 et 2016. Le déficit est énorme et voici pourquoi. Les résultats ne sont pas bons dans le cadre des assurances de transport public de voyageurs, parce que comme vous le savez, comme vous devez le savoir, c'est un secteur qui connaît beaucoup d'accidents, et notamment des accidents corporels très graves. Il y a des morts et il y a des blessés. Bon, bien entendu, il y a aussi des préjudices, des dommages matériels. Mais ce qui nous importe le plus, c'est les victimes corporelles. Le rapport technique, c'est-à-dire le résultat technique est très mauvais, notamment en ce qui concerne les bus. Le rapport entre les sinistres et les primes est de 227%. Ça veut dire que pour 100 francs de primes payées, les assureurs doivent débourser 227 francs pour payer. Vous voyez donc qu'il y a un déficit très important. C'est donc une sous-catégorie, une catégorie d'assurance qui est déficitaire. Et cela, il faut que ce soit contrôlé pour que les entreprises d'assurance ne soient pas, ne fonctionnent pas à perte tout le temps. Comme quoi, les compagnies d'assurance payent suffisamment les sinistres au point d'en être déséquilibrées. Au sujet des pièges et autres situations confuses entre assureurs et assurés, M. Lem, au nom de l'association, plaide non coupable. Pour lui, une meilleure compréhension des règles associatives aiderait les souscripteurs. Lorsque vous êtes dans une association, vous devez respecter les règles de l'association. L'assureur est
un gérant d'association et fait respecter les règles à tous les adhérents de l'association qui sont des assurés. Si vous ne respectez pas ces règles, évidemment, vous êtes hors jeu. C'est pour ça que les gens ont des difficultés à ne pas comprendre parce qu'ils pensent que l'assureur est là effectivement pour donner tout simplement de l'argent. Non, l'assureur se doit d'être prudent parce qu'il encaisse des cotisations des membres. Ce sont des gens qui ont cotisé pour que d'autres personnes, enfin parmi les cotisants, aient droit à indemnité le jour qu'elles ont besoin de secours de l'assureur. Or, il se trouve que ce n'est pas toutes les victimes d'accidents qui sont honnêtes. Et l'on cherche toujours à avoir un bénéfice quelconque à la suite, soit d'un accident, soit d'un problème quelconque qui naît des suites d'un événement. Donc, l'assureur a le devoir de contrôler. Sinon, il ferme les portes. Au-delà donc du temps mis pour régler les sinistres, cause directe des conflits fréquents du fait de la multiplicité des étapes, les incompréhensions pourraient être évacuées si l'assureur cessait de se comporter comme un simple vendeur de baguettes de pain et si l'assuré prêtait plus attention à son contrat avant signature. Il y a peut-être trop de mots au verso des contrats d'assurance, diront certains. Paresse quand tu nous tiens. Il y a des assureurs qui ont des soucis parce qu'effectivement, ne communiquant pas, en ce qui me concerne, hein, parce que c'est ce que j'ai constaté, peut-être ne communiquent pas beaucoup. Et de l'autre côté, je dirais que cet aspect communication, il est même... il vient des deux côtés. Hein. Voyez-vous, quand vous venez dans à un guichet de compagnie d'assurance pour prendre une assurance automobile, vous n'avez même pas besoin qu'on vous explique ce que vous êtes venu chercher. Déjà, vous venez avec une appréhension, vous savez tout. Vous vous dites, ah, l'assurance c'est pour passer devant la police. Le rédacteur que vous avez en face de vous, c'est-à-dire le collaborateur de la compagnie d'assurance qui est chargé de vous vendre l'assurance. Il n'a pas le temps de vous n'avez pas le temps de l'écouter. Il n'a pas le temps de vous expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi vous prenez cette assurance. Parce que vous n'avez pas le temps. Souvent même, on dit, ah, donnez-moi le carton, je m'en vais, laissez-moi vos histoires là. Est-ce que l'assurance paye même? Alors que cela est très important. C'est après sinistre qu'on s'aperçoit que, ah, ceci je ne savais pas, ah, cela je ne savais pas. Au vu, à l'observation et à l'écoute de tout ceci, le constat est clair. L'assurance n'est pas encore véritablement ancrée dans les habitudes de consommation locales. Cependant, l'assurance automobile constitue l'armature, ou plutôt l'ossature principale du portefeuille client des compagnies d'assurance, certainement due à la crainte du gendarme. Mais seulement, les rapports conflictuels persistent du fait du très peu de communication, d'information et même de formation dans le secteur des assurances. Sur les chemins assurés, des rapports pas très rassurants entre assureurs et assurés, Arnold Dahl, Brice Fosso et Anissé Simou. Alors, Roland Missé, on voit dans ce reportage, en tout cas pour ce qui est de la fin, que les assurés sont visiblement paresseux. Ils ne lisent pas jusqu'au bout les termes du contrat ou les conditions contenues dans la police d'assurance. Est-ce que vous êtes un assuré paresseux, Roland Missé? C'est difficile de ne pas être assuré paresseux parce que quand vous venez souscrire à une assurance, vous n'avez pas beaucoup de temps. Quand on vous montre des textes écrits par exemple en caractère 12 et on vous dit que, et vous constatez que l'essentiel est en option, ça veut dire en très petit caractère, même avec une loupe, ça vous prendra des journées à lire. Et compte tenu de votre agenda, rapidement vous avez tendance à signer. Et cela peut être source des conflits qu'on observe après parce que l'assuré n'a pas toujours lu dans le détail ce qui rentrait dans son contrat. Oui, c'est généralement source de conflit parce que les rapports sont généralement conflictuels. Comme on n'a pas lu, on ne sait pas, on ignore les règles de gestion de ce qu'on a souscrit. Ça fait que quand on a un sinistre, le réflexe c'est toujours de dire on confie tout à l'assureur. Alors, le mal est fait, on va dire, et le reportage l'a démontré. Visiblement, il va être difficile d'ailleurs de trouver un terrain d'entente entre assureurs et assurés. Mais selon vous, comment sortir de cette zone conflictogène?
Oui, on se rend compte que c'est généralement un problème de communication. Chaque fois qu'il y a crise, chaque fois qu'il y a conflit, vous vous rendrez compte que c'est un problème de communication. On a tendance, je parle en tant qu'assuré, on a tendance à se conformer à la réglementation. Beaucoup souscrivent aux assurances parce que la loi les y oblige. Et très peu comprennent vraiment la valeur ajoutée des assurances dans notre environnement. Très peu. Donc, il est conseillé, il est recommandé qu'il y ait plus de communication pour éviter ce genre de conflit généré chaque fois qu'il y a chez nous. Les entreprises dans la mise en place de ce concept stratégique, cet outil qu'est la qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Comment vous procédez pour que les entreprises souscrivent à la démarche QHSE que vous leur soumettez? Oui, aujourd'hui, on a la chance que les nouvelles versions des normes intègrent dans leurs exigences la cartographie des risques. Avant, ce n'était pas le cas. On pouvait négliger certains risques et cette ignorance poussait à payer, à souscrire, à payer plus de primes d'assurance. Mais les nouvelles versions aident beaucoup. C'est vrai, nous, notre travail d'expert, c'est conseiller les dirigeants à intégrer ces notions, ces nouvelles exigences. On s'est rendu compte que dans les organigrammes des entreprises, ceux qui sont en charge de s'occuper des assurances sont souvent très éloignés de ceux qui sont supposés conduire en interne les démarches QHSE. Dans une grande entreprise dont j'ai été le nom et dont j'ai été responsable qualité et processus, en faisant l'audit initial, le diagnostic, c'est toujours bien de faire le diagnostic initial, je m'étais rendu compte que ceux qui sont chargés des assurances sont à la finance et ceux qui sont chargés des risques sont dans une autre direction. Et puis, compte tenu des enjeux, dans les recommandations, j'ai suggéré de rapprocher des assurances, qui sont un aspect de la gestion des risques, à la direction en charge des risques. La recommandation a été prise en compte, ce qui est très rare, mais on se rend compte que quand le top management est conscient et est engagé, les recommandations passent plus vite. Alors, dites-moi, vous faites réduire le nombre, je m'exprime ainsi, de polices d'assurance quand vous recommandez dans le portefeuille d'implémentation, dans le processus d'implémentation de la QHSE. Est-ce que les assureurs ne vont pas mal le prendre? De savoir que dans le dispositif de sécurité, environnement et hygiène que vous mettez en entreprise, il y a désormais moins de risques en milieu de travail, en milieu professionnel, et donc peut-être moins de clients pour les compagnies d'assurance. Je ramène le parallèle de ce que vous dites à l'entreprise. Il y a des dirigeants dont le QHSE n'est pas une priorité. Ceux-là, vous allez les reconnaître quand il y a un sinistre, quand par exemple un de leurs employés est décédé de suite du non-respect des consignes HSE. Son premier discours à la famille du défunt sera que parce que nous l'aimons, nous avons acheté un cercueil en or. Vous préférez dépenser en cercueil en or ou alors vous préférez dépenser en sensibilisation, en communication du QHSE pour que les vivants vous produisent beaucoup plus d'argent et fassent rayonner votre nom. Merci Roland Missé pour cette mise en bouche que vous avez commencé à nous faire en matière de QHSE. Je vous invite à aller maintenant à Douala, la capitale économique du Cameroun, qui a abrité en avril dernier la 2e édition d'un forum consacré à la QHSE. Une rencontre organisée par le cabinet Ouahel Africa qui a permis à plus de 200 professionnels d'échanger avec des experts venus du monde entier, et précisément de la France, sur l'impact de la démarche QHSE dans la performance des entreprises. Quelle est la place de cette démarche dans la stratégie globale des entreprises et comment mettre en place une bonne approche QHSE? Un autre travailleur, Jean, qui est chargé de la clientèle et en particulier de ce gros client, dont il attend des retours puisqu'on est en train de négocier des contrats, il passe devant le local dans lequel l'électricien est en train de travailler, il voit qu'il y a un fax qui arrive. Alors comme il attend quelque chose, hop, il se dépêche. Et là, il se casse la figure sur les outils qui sont en vrac, il tombe. Et puis alors comme j'ai voulu faire un petit peu des conséquences, on en parlait ce matin, des chutes de plein pied, il se fracture le bras et puis il se cogne la tête contre le fax. Voilà.
Ça, c'est l'accident que je vous propose. C'est relativement anodin, mais finalement, c'est quelque chose qui peut arriver un peu n'importe où, y compris qui aurait pu nous arriver à nous, hein, dans les contextes dans lesquels on est, ou avec la prise électrique à côté de laquelle je travaillais ce matin. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous répartir en 4 groupes. Puisqu'on est à peu près une vingtaine, ça fait des groupes de 4 à peu près. Et on va faire 2 groupes de 4 ou de 5, qui vont essayer de se poser la question ensemble et d'essayer de structurer, d'écrire, finalement, ça va être quoi les conséquences pour l'entreprise ou ça peut être quoi les conséquences pour l'entreprise. Donc là, tout azimut, essayez d'imaginer finalement ce que va entraîner cet accident, pas si grave que ça, cette personne qui est tombée, qui s'est fracturé le bras et qui donc va être en arrêt pendant un moment, peut-être un petit peu longtemps. Voilà. Donc, quelles vont être les conséquences pour l'entreprise, les conséquences potentielles de cet accident? Et puis, vous allez essayer de les classer par ordre d'importance. Jean-Charles Beissier est expert formateur QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Il est enseignant en la matière dans plusieurs écoles dédiées en France. Jean-Charles est très impliqué dans l'évolution pluridisciplinaire de la santé au travail. Ce matin-là, au JICAM à Douala, il anime justement un atelier autour des accidents de travail. J'ai proposé au groupe de travail un atelier autour de l'accident de travail, en leur proposant un cas pratique, donc un exemple d'accident du travail, et en demandant à 2 groupes distincts de travailler l'un sur les conséquences de cet accident pour l'entreprise, pour le salarié, et puis l'autre groupe sur les causes et sur les possibilités de prévenir cet accident du travail. L'objectif est de les faire travailler ensemble et qu'ils se mettent d'accord sur des priorités, de façon à présenter par exemple à un comité de direction, à une entreprise, les conséquences d'un accident, quelles sont les plus importantes, quelles sont les plus impactantes pour l'entreprise, et puis quelles devraient être les principales causes à prévenir et comment on pourrait les prévenir, à chaque fois avec des priorités, une hiérarchie, de façon à ce que l'entreprise puisse prendre les bonnes décisions pour éviter ce genre d'accident du travail dans l'entreprise. La cause directe, sont les outils non rangés. Mais bon, nous avons voulu remonter à la source et rechercher la cause principale. Donc, la première cause que nous avons, c'est un problème de management. Donc, c'est-à-dire que le management n'a pas réajusté son équipe de maintenance par rapport à la production que l'entreprise réalise. Bon. La deuxième cause principale que nous avons trouvée, c'est l'absence ou le non-respect de procédures de sécurité. Nous allons vous parler de ces conséquences en termes de coûts. Parce qu'effectivement, nous risquons de perdre beaucoup d'argent dans des coûts que nous qualifierons soit de directs, soit d'indirects. À la suite de l'accident, on a eu des coûts. On a eu le blessé qui a été évacué, qui a dû bénéficier de soins médicaux. Alors on a des coûts liés à ces soins, la prise en charge sanitaire. On a eu son travail qui a été arrêté, dont la productivité également en a pris un coup, qu'on peut clairement évaluer. Donc nous avons la baisse de la productivité qui a un coût significatif. Nous avons le client qui aurait dû être servi lorsque l'accident a eu lieu, qui n'a pas été servi. Ça fait qu'on a le non-respect des délais par rapport à ce client-là et par rapport à tous les autres clients qui, par l'intermédiaire de l'accidenté, auraient dû être servis. Eux, ce sont les participants à cette formation. Ils sont près de 200, venus de plusieurs entreprises locales. Ici repartis en plusieurs ateliers autour des problématiques QHSE en entreprise, menées par des experts nationaux et internationaux. Au fait, c'est la 2e édition du Forum national Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement, organisé du 27 au 28 avril 2017 par le cabinet Go Ahead Africa, en partenariat avec l'école Qualité, Sécurité et Environnement de l'Université catholique de Lyon en France. Ceci, naturellement, après un constat. Cette démarche de la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement est une démarche qui a été adoptée essentiellement par les multinationales. Donc on se rend compte que les PME et les start-upers traînent un peu le pas. Il y a 2 causes essentielles. La première cause, c'est
au niveau de la perception onéreuse de la certification, qui est une perception qui n'est pas erronée. Je pense que c'est une perception avérée. Donc, ce processus qui aboutit à la certification a un coût assez élevé pour les PME. Deuxième cause, c'est l'ignorance des chefs d'entreprise et des start-upers. L'ignorance de ce que cette démarche peut apporter. Et dans ce cas, devrait être considéré beaucoup plus comme un investissement. Que le but premier de toute entreprise, c'est de faire le profit. Alors, si on démontre, on explique à un chef d'entreprise que voilà un outil, voilà une démarche qui vous permet d'être performant, mais surtout qui vous permet d'être rentable et de pérenniser votre business, je pense, naturellement. Maintenant, ce n'est pas aussi évident. Ce chef d'entreprise va accepter la démarche qui, au départ, ça sera un investissement, mais qui, à la fin, la finalité opérationnelle, c'est la rentabilité, c'est la profitabilité, la productivité et la pérennité de l'entreprise. Ainsi, une bonne démarche QHSE peut impacter sur la performance des entreprises. Mais au fait, quels sont les principaux axes d'intervention de la QHSE? Quelle est sa place au cœur de la stratégie globale des organisations? Et comment mettre en place une bonne démarche QHSE au service de la performance des entreprises? Nous sommes allés à la recherche des réponses auprès des spécialistes et professionnels du secteur. Il existe un vaste champ de vocables de plus en plus utilisé pour parfaire l'image de marque des entreprises. Développement durable, économie solidaire, mécénat, responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi QHSE. Tous devant contribuer au bien-être de la communauté, mais aussi et surtout à la performance des entreprises. La démarche QHSE s'inscrit dans cette logique. C'est comment s'assurer que justement le salarié qui travaille ne risque pas d'avoir d'accident de travail, comment le consommateur à qui vous vendez des produits ne aura pas de problème sur sa santé et comment on peut protéger l'environnement. Claire de Mazires est la directrice de l'école Qualité Sécurité Environnement de Paris. Elle est entre autres formatrice QSE sur les référentiels ISO. Pour elle, l'impact de la démarche sur la productivité de l'entreprise est indéniable. La QHSE place le capital humain au centre de ses priorités. Un salarié qui va travailler dans de bonnes conditions va faire un produit de bonne qualité, donc ce sera moins de déchets, donc il y aura moins de coûts de destruction de déchets et puis il y aura certainement une meilleure qualité de travail, de son travail, et il pourra ne pas avoir d'accident, donc ce sera beaucoup plus un meilleur gain au niveau prévention. La bonne pratique paye cash et une démarche QHSE mal maîtrisée ou absente fait perdre de l'argent à l'entreprise. David Bédema, consultant expert méthode qualité à l'Université de Lyon, l'un des principaux orateurs de ce forum est assez clair sur le principe. L'absence de QHSE pour une entreprise, c'est la catastrophe. Parce que d'une part, on ne planifie pas ce qu'on doit faire, on ne définit pas les règles à appliquer, les règles ne sont pas partagées par tout le monde et on ne prend pas le temps de mesurer ses résultats. On dépense beaucoup d'énergie et même on n'arrive pas à avoir les bons résultats, alors qu'une démarche QHSE structurée s'appuie sur 4 leviers. Le PDCA, planifier, réaliser ce qu'on a prévu de faire, vérifier si c'est conforme, si on a le bon résultat et le cas échéant, mettre en place une amélioration, c'est-à-dire corriger ce qu'on a fait. Donc l'absence de cette démarche fait que on dépense de l'énergie, on dépense de l'argent et on n'a pas les résultats. Si on a une démarche et qu'elle est moins maîtrisée, ça veut dire qu'il faut absolument aller au bout de la démarche PDCA, la fameuse roue de Deming avec 4 parties, le P, le D, le C et le A. Les entreprises ont donc le devoir de prendre en compte les enjeux environnementaux dans leurs activités économiques. L'entreprise doit maîtriser son impact sur l'environnement. Une entreprise est dans un environnement géographique, est dans un environnement avec des voisins, des habitants à côté, ou même une entreprise qui envoie des fumées dans l'air. Les fumées vont dépasser les frontières. Donc l'entreprise a absolument un impact sur son environnement,
que ce soit ce qu'on va appeler les voisins physiques parce qu'on les voit, ou alors l'impact environnemental, l'eau. L'entreprise qui rejette des déchets dans la rivière d'à côté, la rivière elle coule pour aller jusqu'à la mer. Vous savez, on dit souvent que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si l'entreprise, son seul souci, c'est de gagner de l'argent et en même temps de polluer son environnement immédiat, peut-être qu'il y a même ses salariés ou même le PDG qui habite dans cet environnement immédiat, donc il sera impacté. Et là, on parle de la responsabilité de l'entreprise. Pour nos experts rencontrés au Forum national sur la QHSE, l'intérêt se trouve donc dans une bonne démarche. Elle permet d'identifier et maîtriser les coûts éventuels, anticiper sur l'avenir, innover et économiser, ou aussi améliorer l'image vers l'extérieur tout en renforçant son bien-être en interne. Il ne s'agit point d'un gouffre financier. À court terme, ça peut paraître un coût pour l'entreprise, mais les enjeux sont tellement importants. Le fait d'avoir un salarié qui a un accident, qui a une maladie liée à son travail, c'est évidemment une conséquence importante pour l'entreprise. Elle doit assumer ses responsabilités et c'est un investissement qui est toujours rentable. Et le fait de protéger l'environnement, la planète, c'est très important également. Les enjeux et principes de cette démarche intègrent finalement le business model de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Démarche incontournable pour toute organisation qui planifie à court et à long terme. Toutes les activités sont potentiellement concernées. C'est tout d'abord l'industrie qui s'est occupée de ces domaines un peu plus particulièrement pour des besoins de compétitivité notamment et de sécurité aussi, parce que les risques sont importants en entreprise, notamment en entreprise manufacturière. Et puis maintenant, la plupart des autres activités économiques se mettent à prendre la mesure de l'impact du QHSE dans leurs activités. C'est très stratégique si on l'associe à tous les nouveaux projets, à toutes les directions. Il faut se poser la question quand on achète des nouveaux produits, quand on va acheter une nouvelle machine, comment est-ce qu'on va développer l'entreprise. Oui, en effet, la démarche, c'est presque un état d'esprit, mais c'est une révolution aussi un peu culturelle de se poser ces questions-là. De se poser la question, qu'est-ce qui se passe si tout ne se passe pas comme prévu, s'il y a une crise, s'il y a un grain de sable dans le rouage. C'est ça la démarche QHSE. C'est d'anticiper et de ne pas attendre d'être au pied du mur en gérant une crise, de comprendre en amont quels sont les risques, les identifier, d'essayer de les maîtriser. La démarche QHSE est donc devenue très stratégique et stimulante. Elle permet d'anticiper, mais aussi de mieux intégrer l'entreprise dans son environnement. Un facteur de réussite dans un système toujours en mouvement. Cependant, comment les entreprises s'y prennent-elles localement ? La QHSE est l'un des premiers piliers de fonctionnement de notre entreprise, dans la mesure où nous sommes dans le secteur dit des établissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes, où le risque est permanent, où les dangers, les risques d'incendie, de déversement de produits, de pollution sont réels. Donc le QHSE pour nous est l'un des premiers piliers de l'entreprise. Nous avons une démarche qui nous a amené à instaurer une culture de sécurité qui fait en sorte que chacun des employés est garant de sa sécurité et de celle des autres. Comme état travaillant dans le secteur n'est-ce pas, de la métallurgie, c'est-à-dire de la construction métallique, on s'est rendu compte que c'est un domaine qui crée beaucoup d'accidents de travail. Et il est question aujourd'hui pour Cométal de réduire d'abord ce taux d'accident et par la suite, avec la mise en place d'un système de management conforme à l'ISO 9001 et aux AS, de pouvoir tendre vers zéro accident. Lorsque nous mettons nos entreprises en chantier, avant de commencer, on élabore déjà un plan de travail pour la prévention des accidents parce qu'on sait déjà qu'un accident est trop coûteux à l'employeur. Sitôt établi le plan d'action, maintenant on met nos entreprises en chantier. On est moins sûr et certain que non, avec une bonne implémentation de nos procédures, une bonne supervision, on n'aura pas d'accident. Pour nous, c'est un gain pour l'entreprise. Donc à Eneo, le QHSE a un apport très important parce qu'il nous permet déjà en termes d'image, il nous permet de valoriser notre image dans le monde entier. Il nous permet également de réduire les accidents au sein de l'entreprise, ce qui nous permet de gagner en termes de rentabilité. Concrètement, comment la démarche QHSE peut-elle être mise en branle dans une entreprise? Vous le saurez
en regardant la suite de ce reportage sur les sentiers de la QHSE. Former des meilleurs leaders pour construire des meilleures communautés. Vous êtes âgé entre 18 et 35 ans, vous êtes entrepreneur, jeune cadre professionnel ou leader d'association. Inscrivez-vous et prenez part gratuitement à la 6e édition de l'Académie camerounaise de leadership qui se tiendra du 17 au 23 septembre 2017 au merveilleux centre de formation des néos à Ombé. Inscrivez-vous jusqu'au 30 juin 2017 sur notre site www.camerleadership.org. Pour plus d'informations, contactez le 233 32 32 09 ou 676 42 76 98 ou 698 29 23 78. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision. Arrivé au sommet et y demeurer, c'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Voilà, monsieur, ce reportage que nous venons de voir qui raconte la QHSE, son implémentation, outils de performance pour les entreprises. Ce reportage part d'un forum auquel vous avez participé. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il vous replonge au moins dans le souvenir, on espère, agréable de cette rencontre? Oui, c'était 2 jours d'intense activité. Il y a eu des ateliers et il y a eu la participation de ceux qui étaient invités. Mais on aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus de directeurs généraux parce que le public qui était venu était déjà conscient des enjeux. Il y a eu des astuces pour auditer, pour implémenter la démarche. Quand vous dites que c'était un public conscient des enjeux, j'imagine, on peut préciser pour ceux qui nous regardent, c'était des responsables déjà en charge de ces questions? C'était des responsables QHSE, en effet. Généralement, ils sont conscients des enjeux. Le combat, c'est vendre le projet en interne. Et c'était une occasion gratuite. Ce genre de forum, généralement, c'est un investissement lourd. Bon. Les dirigeants, les directeurs généraux auraient été les bienvenus et leur présence aurait vraiment poussé leurs responsables à se sentir accompagnés. En tant qu'ancien responsable QHSE en entreprise, j'ai souvent été isolé parce que je travaille pour le DG principalement. Je veux vendre le projet en interne. Celui même qui me recrute est généralement celui-là même qui ne me coûte plus. Parce que le monde du travail est tel que lorsque un responsable QHSE a la chance d'être recruté, il a intérêt à se ranger pour ne pas être mal vu. Mais je dis, c'est une erreur, encore une fois, c'est une erreur. Il doit avoir le courage de dire au directeur général de vendre son projet. Parce que la plupart du temps,
nous l'avons vu dans le premier reportage sur les assurances, certains dirigeants entrent dans la démarche qualité de façon subie et non de façon choisie. Donc, ce que je suggère donc à la fin, j'y reviens, c'est qu'un directeur général qui veut implémenter une démarche QHSE, après avoir recruté un responsable QHSE, doit confier cette démarche à un cabinet externe. Alors, Roland, si nous parlons là en fait de qualité, de normes, quels sont les piliers fondamentaux? Est-ce qu'on peut, j'allais dire, commencer à être concret? On s'est approprié la notion, on a compris le concept, on voit bien le rôle de cet outil dans la performance de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une entreprise? Quels sont les piliers fondamentaux de la QHSE que vous allez vérifier? Je rappelle que vous êtes expert et que souvent il vous arrive d'aller à l'entreprise pour faire ces contrôles pour le terrain. Oui. Ce sont des piliers en fait qui ont été standardisés. Je préfère dire standardisés parce que chaque expert avait sa manière d'opérer, mais il y en avait 8 avant, aujourd'hui il y en a 7. On revient toujours sur le premier. L'engagement de la direction générale est le premier pilier. Les suivants. Après ça, c'est l'orientation client. Si on dit le client est roi, mais pourquoi est-ce que toute l'entreprise ne s'organise pas autour des attentes des clients pour les satisfaire? Le troisième pilier, c'est l'implication du personnel. Ce n'est pas parce que vous avez affiché des politiques qualité que la qualité se fera. Il faut impliquer le personnel, particulièrement celui qui est en contact direct avec les clients. Deuxième pilier, c'est le client. Troisième pilier, l'implication qui est en charge particulièrement du client. Mais qu'est-ce que vous constatez dans les entreprises? Ceux qui sont en contact direct avec les clients sont les plus maltraités. Le standard, les commerciaux, les balayeurs, vous les oubliez, Quand vous dites qu'ils mais ils jouent un rôle. Parenthèse, vous parlez de quoi? De leur rémunération, de la place qu'ils occupent dans l'entreprise, de leur sécurité sociale. La rémunération n'est qu'un vague élément lorsqu'on entre dans les démarches qualité. Là, on parle de démarche qualité fonctionnelle. On ne parle pas de démarche qualité isonormée. Démarche qualité isonormée, vous pouvez vous certifier. Malheureusement, plusieurs entreprises dans notre pays sont certifiées mais ne font pas la qualité. La démarche qualité fonctionnelle, c'est remettre l'homme au cœur même de votre système de management. Parce que si vous prenez soin de l'homme qui est en face du client, il prendra soin du business de l'entreprise. Le client sera satisfait. D'accord. On referme la parenthèse en concluant que l'on soit au standard ou commercial, il faut qu'on soit dans de bonnes conditions pour délivrer la qualité. Voilà. On a le quatrième pilier. Le quatrième pilier, c'est l'approche processus. Voilà un autre élément d'achoppement qui est souvent cause d'échec de nos démarches qualité. Le bon sens, les anglo-saxons l'ont compris plus vite que les francophones, une fois de plus. Le bon sens, c'est de partir des activités de l'entreprise pour faire l'organigramme. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a un organigramme qui n'a rien à voir avec le QHSE et là, on demande de lancer la démarche QHSE. Ceux qui peuvent se rattraper en cours de route mettent l'organigramme à jour pour que l'organigramme s'aligne à la cartographie des processus. C'est pour ça qu'on recommande comme quatrième pilier l'approche processus. Il faut que l'entreprise fonctionne de façon transversale et non de façon verticale. Voilà. Dans la façon verticale, la façon classique la plus répandue, chaque directeur est un roi dans son royaume qui constitue sa direction. Ce sont des silos. Vous voyez le principe des vases communicants. Quand un vase n'est pas rempli, l'autre ne commence pas à se remplir. Mais c'est ce qu'on recommande de casser. Il faut passer de cette verticalité à la transversalité. À ce moment, quand vous avez reconnu les activités clés de votre entreprise, vous pouvez mettre à jour votre organigramme pour s'aligner à ces activités. Mais ne faites surtout pas l'inverse. Alors, il nous reste deux piliers. Deux piliers. Le sixième et le septième. Le sixième pilier, c'est cette approche factuelle de prise de décision. On a mis à jour, on appelle ça maintenant les décisions basées sur les preuves. J'aime bien discuter avec les directeurs des ressources humaines quand je leur pose la question suivante. Quelle est la première phrase de demande d'explication? Ils me disent souvent,
il m'est parvenu de constater que, il m'est arrivé de constater que, vous voyez que même en entreprise, c'est répandu de commencer par les rumeurs. Et lorsque quelqu'un qui n'était pas là vous donne une demande d'explication, parce qu'il lui est parvenu, ça veut dire que vous êtes jugé à partir d'une rumeur, vous n'êtes plus jugé à partir des faits. Ce 6e pilier dit donc, ça c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les décisions se prennent sur des preuves, sur des faits palpables. C'est ce qu'on attend. Ça permet de prendre des décisions qui vont pousser à des actions qui auront des résultats attendus. Et on a fait le tour en évoquant le 7e pilier. Le 7e pilier maintenant, je peux faire rappeler ce qu'il était avant pour montrer un peu l'évolution des versions des normes. Avant, ça s'appelait relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. C'était très limité. Maintenant, on dit relations bénéfiques avec tous les partenaires sociaux. Vous vous rendez compte, un directeur général dit qu'il a engagé son entreprise dans la démarche QHSE, mais vous voyez des fournisseurs qui ne sont pas payés depuis plus de 6 mois. Comment vous pouvez mettre en péril votre fonds de commerce? Vous dites que je me suis engagé à satisfaire le client. Mais celui-là qui vous livre la bonne matière première, celui-là qui vous mène des prestations pour que le client soit satisfait, vous ne le payez pas. Quel est l'impact de cette décision? C'est un peu ça qu'on a voulu voir sur le 7e pilier. Alors, quand on a fait le tour de ces 7 piliers fondamentaux de la QHSE Roland Bissé, je ne peux m'empêcher de vous demander quel est l'état des lieux au Cameroun au niveau des entreprises, au moins pour celles que vous avez visitées, j'allais dire. Quel est l'état des lieux? Quel est le niveau d'implémentation de cette démarche? Je faisais la distinction tout à l'heure entre la démarche QHSE iso-normée, celle qui est basée sur les normes, tout le monde veut être conforme à une norme, et la démarche QHSE fonctionnelle. Ça veut dire, on se retourne, on se regarde dans le miroir, on dit non, ça ne m'intéresse pas. Quels sont les problèmes qui empêchent à mon entreprise d'être compétitive? À ce moment-là, on met à plat les activités, sans état d'âme. Et on s'engage à corriger les dysfonctionnements. Le seul fait de s'engager à corriger irréversiblement les dysfonctionnements montre qu'on est sur la bonne voie. On ne s'occupe pas de la norme. La norme vient par la suite parce que vous avez quelqu'un à l'intérieur qui s'appelle le responsable QHSE qui s'assure que tout ce qui est fait de bien est en conformité avec la norme. Ça veut dire que vous faites la qualité, vous faites le QHSE sans vous occuper de la norme. Voilà, mais c'est pourquoi vous refusez de me donner un indicateur concret. Pourquoi vous ne me donnez pas quelques entreprises camerounaises qui se sont mis au niveau des standards internationaux, conventionnellement admis? Parce qu'il faut bien que l'exemple conduise les autres à suivre, qu'on comprenne pourquoi certaines entreprises réalisent de meilleures performances. Parce qu'on dira souvent que c'est du fait du capital, du fait des ressources du promoteur, du fait des facilités que l'on peut avoir dans le système. Pourtant, ces entreprises sont déjà passées à d'autres niveaux d'évaluation avec des outils comme la QHSE. Oui, je vais y revenir. Entre les années 2000 et 2005, il y avait une dizaine d'entreprises certifiées. Le 17 septembre 2009, le chef de l'État a confié la charge des questions de QHSE à une agence. Et jusqu'à présent, je suis souvent entré sur le site de l'agence, je n'ai pas trouvé les statistiques sur l'état de certification et l'état d'engagement des entreprises camerounaises dans le QHSE. Lorsque je vais sur le site de l'ISO, je trouve des agrégats. Or, ces agrégats ne parlent pas spécialement du Cameroun, mais parlent de l'Afrique ou alors parlent de l'évolution. Les chiffres disent en 2016, il y avait tel nombre, en 2017, il y avait tel nombre. Dans ce nombre-là, l'environnement, la qualité, ainsi de suite. Mais quand vous allez en profondeur, vous n'avez pas de chiffres sur le Cameroun. Je pense que c'est l'occasion également d'interpeller les institutions en charge de donner aux Camerounais des chiffres exacts sur le nombre d'entreprises engagées dans le QHSE, le nombre d'entreprises certifiées et surtout le nombre d'entreprises qui ont perdu leur certificat. Ça, on a besoin parce que ça peut nous servir de retour d'expérience pour mieux convaincre les autres dirigeants qui hésitent encore. La rédaction de stratégie, peut-être que nous sommes doutés que vous n'allez pas nous donner de chiffres et d'exemples aujourd'hui. Et donc, notre rédaction est allée voir sur le terrain, et nous sommes repartis à Douala, quelles entreprises implémentent la démarche QHSE.
Ici, une intervention des équipes Eneo au quartier Brazzaville à Douala. Les clients du coin ont signalé un manque collectif de l'énergie électrique dans plusieurs ménages. Ces techniciens s'affairent donc urgemment pour un retour à la normale. Une quinzaine de minutes en action et le tout est joué. Après investigation, nous nous sommes rendus compte qu'un fusible a été rompu au niveau du tableau BT. Nous l'avons remplacé et là, tout le monde est réalimenté. On va juste aller vérifier chez les clients. Une intervention du genre nécessite des précautions particulières. Le danger est permanent. Il faut s'armer d'équipements de protection individuelle. Nous avons les gants classe 0, les gants isolants BT classe 0 qu'on porte. Nous avons le casque avec l'écran facial et nos combinaisons inifugées. Nous sommes exposés aux flashs et arcs électriques. Donc, à tout moment, il peut y avoir une explosion et puis ça va créer les flashs électriques. Avec là, ça peut éblouir les yeux, ça peut même vous brûler ou bien vous électrocuter. L'opérateur historique du secteur de l'électricité au Cameroun met un accent aigu sur les paramètres de sécurité. L'activité étant particulièrement dangereuse, sa démarche HSE s'adosse principalement sur la maîtrise de risques éventuels. Le travail que nous faisons est un travail classé à risque fort. C'est-à-dire que manipuler l'énergie électrique est un travail à risque fort. Alors, la stratégie est simple. Pour qu'il y ait un accident, il y a deux entités qu'il faut mettre en jeu. Danger plus exposition égale accident. Alors notre travail est d'agir soit sur le danger, soit sur le niveau d'exposition des opérationnels qui agissent quotidiennement sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'au départ, lorsque vous avez vu l'équipe arriver, il y a un premier travail qui est fait en amont de manière stratégique, ça c'est le contrôle administratif. Donc ils font ce qu'on appelle un exercice qu'on appelle une analyse des risques liés au travail qu'ils auront à faire. Parce que lorsqu'ils arrivent, ils découpent le travail en étapes. À chaque étape, ils identifient les dangers et les risques associés à ces étapes-là. Et puis, l'objectif est donc de trouver la mesure préventive pour contrôler le risque auquel ils seront exposés pendant qu'ils vont intervenir. Alors, passé ça, ils font ce petit briefing-là pour faire la définition des rôles et responsabilités. Et sous le feu de l'action, il y a une autre stratégie qui est complétée par la protection individuelle ou la protection collective. Léopold Abba est le coordonnateur hygiène, sécurité et environnement à la direction régionale littorale. Il porte au quotidien la bonne pratique HSE auprès des équipes. Elle se doit d'être intégrée au cœur de tous les usages. Il y a toute une entité, il y a toute une direction qui s'occupe du volet QHSE, qui développe les stratégies, qui impulse la stratégie sur le plan HSE. Et dans chaque région des NEO, il y a un représentant QHSE, comme c'est le cas pour moi, pour parler de la gestion régionale de Douala, qui interchange avec les unités opérationnelles, un peu comme celle-ci, à travers les procédures, à travers les instructions, à travers les consignes, à travers les formations. Et la stratégie mère même est l'intégration de toute la stratégie sécurité dans les opérations pour que quotidiennement, pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils exécutent, ils intègrent le volet QHSE pour gérer les risques inhérents à leurs activités. La démarche ici est intimement liée à la stratégie globale de la structure. On en veut pour preuve le lien direct entre la direction adjointe sécurité et environnement et la direction générale. Les prestataires indépendants ou sous-traitants, très nombreux dans les interventions chez Eneo, sont également pris en compte. Ces sous-traitants-là, pour parler de manière globale, il y a un processus qu'on appelle le processus de préqualification HSE, qui est un processus par lequel chaque entreprise passe et doit se conformer pour pouvoir travailler pour nous. Et c'est un processus qu'ils subissent chaque 1 an. C'est-à-dire qu'à la fin d'une année, il est caduque. Il faut repasser par le même processus parce qu'on doit s'assurer que de manière permanente, les entreprises respectent ces exigences-là. Le courant passe pour le mieux dans le circuit HSE ici. Et voici une idée des résultats obtenus. Depuis le début de cette année, par exemple, on dénombre un accident avec arrêt de travail pour la direction de Douala, 2 accidents avec arrêt de travail pour ce qui est de l'ensemble de l'entreprise. On peut dire, année après année, quel est le nombre d'accidents avec arrêt de travail qu'on a pu enregistrer chez les sous-traitants, quel est le nombre de décès qu'on a pu enregistrer chez les sous-traitants, quels sont les accidents avec blessures mineures ou alors des presque accidents enregistrés lors des travaux conduits par
par les sous-traitants. Donc aujourd'hui, oui. Et lorsqu'on regarde les statistiques, on peut regarder peut-être sur un train de 5 ans. Quand on regarde les performances, oui, aujourd'hui, ce processus-là porte des fruits. Et je vais pousser même le bouchon plus loin. Aujourd'hui, on peut avoir des PME agréées chez NEO qui deviennent beaucoup plus professionnels parce qu'ils ont du personnel dont le statut santé est systématiquement suivi de manière annuelle. On a des entreprises, des PME qui sont agréées chez nous, dont l'affiliation à la CNPS pour gérer en même temps les maladies professionnelles et les accidents du travail qui sont fidèlement suivis par les entreprises. On a également des PME qui aujourd'hui peuvent intervenir même au-delà des frontières du Cameroun à cause de la professionnalisation qui a été faite au niveau de NEO. Le rituel est le même chaque matin. Hervé Duchouan, chauffeur à la Société de transport des hydrocarbures et de Cormès depuis 13 ans, effectue avant chaque sortie des contrôles d'usage. Ses propres vérifications tout d'abord, ensuite celles des services dédiés à la sécurité. Ici, il doit obtenir 2 autorisations préalables avant de quitter le parking pour une nouvelle journée sur la route. Change les phares, s'il te plaît. Arrête le clignotant gauche. Ces contrôles visent donc à déceler, à détecter les anomalies qui peuvent être à l'origine des accidents ou nous amener à immobiliser un camion au cours des tournées. Et en dehors des activités de contrôle avant départ des camions, nous avons également les contrôles systématiques. Les contrôles systématiques sont effectués, comme son nom l'indique, systématiquement, dès l'atteinte de 3000 km par chaque camion. À ce moment, avec une fiche, une checklist plus étoffée, donc, qui nous permet d'avoir une vue synoptique du camion. Le contrôle systématique avant chaque départ ou chargement fait donc partie intégrante de la démarche QHSE dans cette entreprise. Voici Emeric Tientu, responsable HSEQ chez STIC. Il est chargé de la mise en œuvre de la démarche dans cette entreprise de transport des hydrocarbures, dont les principaux clients sont MRS et Total Cameroun. Notre QHSE est basé sur la démarche PDCA, donc la route de Deming. Nous commençons par planifier, c'est-à-dire que dès le départ, nous avons fait un diagnostic complet de la situation avec compte tenu des constats que nous avons faits. Parce qu'avant, nous n'étions pas dans la démarche. Et n'étant pas dans la démarche, nous avons vu beaucoup d'incidents qui sont produits, beaucoup de manques à gagner, beaucoup de pertes de temps et beaucoup d'insatisfaction de nos clients. Dû au fait, par exemple, qu'un véhicule pouvait faire une semaine dans notre base alors qu'il aurait dû faire seulement 2 heures. Donc ces constats nous ont poussé à engager un diagnostic qualité qui a permis de voir quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses, quelles sont les menaces en présence. Nous avons identifié les faiblesses et les menaces prioritaires sur lesquelles nous devons commencer à travailler. Donc dès que nous avons fini de planifier et que la direction a fixé la politique qualité avec des objectifs à atteindre, nous avons déroulé la partie d'où toutes les procédures ont été mises en place dans le plan. Maintenant, nous exécutons tout ce qui a été fait. Et la 3e étape, c'est le check. À un moment donné, il faut s'arrêter pour voir si ce qu'on avait planifié, c'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Et on constate donc des anomalies, des non-conformités, des dysfonctionnements qu'il faut corriger pour agir de façon à améliorer. Et après, on revient dans la nouvelle planification et la roue continue de tourner. Eh bien, tu vas tester le freinage. Si le frein à main. Là, tiré. Là, en vitesse. Fais semblant de bouger. C'est bon. Teste le freinage à pied. Allez. C'est bon. La prévention des risques éventuels est un facteur important. L'activité ici, liée à la manipulation des hydrocarbures, est dangereuse. Le résultat du diagnostic est connu. Les risques majeurs dans une activité comme le transport, nous transportons des hydrocarbures. C'est un produit extrêmement dangereux. C'est un produit inflammable
et qui peut se retrouver dans certaines situations explosives. C'est-à-dire que le super, quand il est dans certaines conditions, il constitue un environnement explosible. Donc, risque d'explosion, risque d'incendie et maintenant risque d'accident grave de circulation. Jusqu'en 2014, cette entreprise pratiquait une démarche reposant seulement sur les piliers hygiène, sécurité et environnement. Suite aux nombreux dysfonctionnements, le volet qualité est intégré. Il fallait la démarche qualité. Et une démarche qualité suivant la norme ISO 9001, version 2008, parce qu'il y a des exigences claires pour bien structurer un système qui est en place. Donc, l'aspect qualité a véritablement commencé à être mis en place depuis 2016. Tout ceci a nécessité un investissement conséquent. La mise en place d'une bonne démarche QHSE peut s'avérer onéreuse. Jusqu'à 10% du chiffre d'affaires se STIC. C'est le coût d'obtention de la qualité. Les résultats sont là pour attester de la nécessité d'une telle pratique. Une hausse de 20% du chiffre d'affaires et une nette diminution des infractions et des incidents. Le chiffre d'affaires qui évolue, c'est parce que le temps de bon fonctionnement aussi des camions a été multiplié par 3. Donc les immobilisations qu'on avait avant ont été fortement réduites. Les accidents mortels, nous n'en avons pas connu en 2016, alors que par le passé, avec la démarche sécurité et autres, on pouvait connaître certains accidents. Mais avec la qualité, on s'est beaucoup amélioré à ce niveau-là. Les autres accidents, c'est-à-dire accidents avec dommages matériels, nous sommes passés en 2014 de 46 accidents avec dommages matériels à 0 en 2016. Au niveau des infractions, parce qu'il faudrait qu'on comprenne que dans le transport, il y a des aspects qu'on utilise pour anticiper les accidents. Par exemple, on réduit la vitesse des camions sur la route et dans notre secteur, la vitesse maximale autorisée à l'intérieur de la ville, c'est 30 km/h. À l'extérieur de la ville, c'est 60 km/h. Maintenant, quand un chauffeur va au-delà de la vitesse autorisée, c'est une infraction. Et généralement, il est sensibilisé, voire sanctionné pour cette infraction-là. Et nous mesurons également cela pour voir quelle est notre performance au niveau sécurité. Tenez par exemple, 736 jours sans accident mortel au 12 mai 2017. Les infractions sur la route sont passées de 4034 pour cette entreprise en 2014 à 57 en 2016, puis à 2 infractions depuis le début de cette année. Autre chose qui est très important, un autre critère, c'est les rejets au niveau du dépôt SCDP. Parce que quand le camion est sorti d'ici, après le contrôle avant départ, on le contrôle encore au dépôt. Et quand il y a des rejets, c'est une contre-performance pour nous. Nous sommes passés à 15% en 2014 de taux de rejet à 0,5% en 2016. Pour en arriver à une telle performance, la démarche QHSE a réussi à s'intégrer au cœur de tout le système managérial. Lors du recrutement, nous nous assurons que le candidat a des compétences requises et qu'il est apte à occuper le poste et qu'il est intègre. Et le texte pratique nous permet également de nous assurer que le candidat au poste de chauffeur maîtrise la conduite des engins lourds. Ce texte est également complété par l'expertise d'une auto-école de renommée au Cameroun. Nous avons établi des moyens humains, matériels et financiers. Bon, au début, c'était un peu difficile, mais par la suite, nous avons pris une bonne résolution. On s'est rendu compte qu'au bout de l'effort, il y aura la performance opérationnelle et la satisfaction de nos clients, qui est notre priorité. Mais le feu stop! Roland Missier, lorsque vous voyez cette démonstration, en tout cas ce reportage au sein de ces 2 entreprises sur l'implémentation de la QHSE, on observe ici qu'elles mettent l'accent autant que possible sur la sécurité notamment. Quelle appréciation vous faites de ce dispositif? Oui, c'est... Quand on dit sécurité, on tient d'abord compte de la vie de l'homme. Hein? Pour avoir passé beaucoup de temps dans l'industrie pétrolière, ce que nos clients disaient, c'est qu'on préfère que notre plateforme pétrolière brûle, mais on ne tolérerait pas qu'un seul ouvrier de notre plateforme perde sa vie. Donc vous voyez un peu l'importance qu'on donne à la sécurité. Et dans le cas des entreprises que nous venons de voir,
Et Neo, c'est la vie des hommes, ce sont les hommes qui travaillent. Et quand nous étions petits et jusqu'à aujourd'hui, on voit les dégâts de l'électrocution des employés comme des usagers, comme des passants, comme des citoyens. Donc, ils ont intérêt vraiment à continuer dans cette lancée. Et pour la société de transport des hydrocarbures, on sait bien les risques d'un déversement accidentel de leur cargaison sur des artères qui sont occupées par les citoyens. On imagine même, en cas d'incendie, ce que ça peut causer comme explosion et comme dégâts. Donc je dis, c'est bien. Pour tout le moins, on va conclure que les normes de qualité, santé, sécurité, environnement ont de beaux jours dans notre pays et vont nous conduire à une meilleure performance. Oui, je paraphrase un ancien dirigeant. Ça passe où ça passe. Ça va donc, vous l'avez dit, de manière irréversible passer. Et nous vous disons merci d'être passé sur notre plateau de stratégie en tant qu'invité grand témoin pour partager avec nous votre expertise et nous éclairer davantage sur cette notion de QHSE. Mesdames, Messieurs, à vous qui avez regardé, l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci. Mettez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne YouTube. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Former des meilleurs leaders pour construire des meilleures communautés. Vous êtes âgé entre 18 et 35 ans, vous êtes entrepreneur, jeune cadre, professionnel ou leader d'association. Inscrivez-vous et prenez part gratuitement à la 6e édition de l'Académie camerounaise de leadership qui se tiendra du 17 au 23 septembre 2017 au merveilleux centre de formation des néos à Ombé. Inscrivez-vous jusqu'au 30 juin 2017 sur notre site www.camerleadership.org. Pour plus d'informations, contactez le 233 32 32 09 ou 676 42 76 98 ou 698 29 23 78. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.